Coucou les amis, aujourd'hui on va parler de s'installer à Abidjan. Récemment j'ai regardé la vidéo de Elodie Dora de Koumassi sur son installation à Abidjan et j'ai trouvé ça super intéressant. Elle partageait son retour sur son expérience d'installation à Abidjan, logement, éducation et tout ça sans langue de bois. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et je me suis dit ce serait bien de donner une perspective un peu différente en partageant moi mon expérience d'installation à Abidjan. Nous sommes rentrés en 2022, il y a 3 ans maintenant, et je trouve que c'est le moment opportun pour un peu parler de tout ce qui concerne l'installation à Abidjan. Dans cette vidéo, on va parler du logement des enfants, donc s'installer à Abidjan en famille avec les enfants, de la santé. Je vois pas beaucoup de vidéos parler de la santé quand on vient s'installer à Abidjan, donc l'assurance et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire, administratif, tout ce qui est administratif, business, s'installer en tant que professionnel de la santé. Donc mon expérience en tant que professionnel de la santé qui est rentrée à Abidjan. Et aussi, bien sûr, on va parler du coût de la vie à Abidjan. Est-ce que c'est cher? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Si tu ne me connais pas, je suis Patricia. Sur cette chaîne, je partage mon expérience de retour à Abidjan. J'ai grandi ici à Abidjan, donc je partage mon expérience de retour à Abidjan. Je suis rentrée en 2022 en famille et sur cette chaîne, je partage un peu tout. Désolée pour le background, je suis en train d'attendre ma fille. Je profite pour faire cette vidéo-là parce que sinon, j'aurais pas le temps de le faire. Premier sujet, le logement à Abidjan. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Franchement, ça dépend de où tu veux t'installer à Abidjan. Il y en a vraiment pour tous les prix. C'est vrai que Abidjan est une ville chère, mais il y a aussi des options plus abordables. Donc ça va vraiment dépendre de où tu veux t'installer. Il y a le centre d'Abidjan, donc Cocody Centre, qui est un peu l'ancien Abidjan, où les maisons sont un peu plus anciennes, beaucoup plus grandes avec des jardins. Les appartements aussi sont plus anciens. C'est en général un peu plus cher. Mais une fois que tu t'éloignes du centre, tu peux trouver des options un peu plus abordables. Il y a les 2 plateaux Vallon qui est aussi, bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est centralisé, mais c'est un quartier assez chic de Cocody qui est excessivement cher, qui a toutes les aménités, mais du coup qui est très cher. Il y a la Riviera 3, Riviera des Jardins, Riviera 2. Tout ça sont des options qui sont un peu plus coûteuses. Donc si tu veux être dans ces zones-là, forcément tu vas un peu casquer. Sachant qu'une villa peut-être de 3 pièces peut coûter 800 000, 900 000, 1 million. Il y a des jardins, il y a des villas avec des piscines. Je parle en France CFA bien sûr. Dans ces zones-là. Après, juste à côté de la Riviera 3, on a la Riviera Bonoumin, on a la Riviera Palmeraie, Faya, Abata. Donc là, on s'éloigne un peu plus. C'est comme si on se dirigeait un peu vers Bingerville. Et là, ça devient un peu moins coûteux. Il y a des options toujours très bien, mais un peu moins coûteux. Ça va souvent être plus des appartements de bon standing, hein, il y a de tout. Il y a aussi des maisons avec des petits jardins et tout ça. En tout cas, avec des espaces extérieurs. Donc voilà. Nous, quand on est arrivé, on avait comme budget 500 000 francs CFA pour le loyer. Mais on s'est rendu compte que pour ce qu'on voulait, ça n'allait pas suffire. Voilà. Dans les zones où on voulait, pour ce qu'on voulait, ça n'allait pas suffire. Parce que les biens qu'on nous proposait dans les zones qu'on voulait, c'était des maisons assez dégradées, pas en bon état. Souvent, les proprios promettent de remettre la maison en état avec la caution que tu vas leur donner. Mais c'est un peu un pari, quoi. Est-ce que vraiment ils vont vraiment remettre la maison en état comme tu le veux? Ou est-ce que ça va juste être un petit coup de peinture et puis on te redonne la maison alors qu'il y a plein de problèmes? Donc au final, on a pris une maison de 700 000. C'était à la Riviera 3, 4 avec un petit jardin. C'est parce que c'était notre critère. On voulait une maison avec un jardin. Et il faut savoir que les maisons avec les jardins, c'est un peu plus compliqué de trouver. Il y en a. Mais malheureusement ici, quand les propriétaires ont un terrain, ils construisent en général sur tout le terrain. Ou alors même s'il y a un espace extérieur, il y a du carrelage, oui, du béton. Donc le côté jardin, c'est pas forcément aussi courant. Sauf dans les maisons un peu plus anciennes, qui parfois peuvent coûter plus cher, dans les quartiers un peu plus établis.
Ça nous a pris à peu près un mois, un peu plus d'un mois pour trouver et signer donc la maison. On est passé par une agence immobilière agréée. Ici, il y a beaucoup d'agents et d'agences immobilières qui ne sont pas forcément agréés. Donc il y a des gens qui sont très honnêtes, même s'ils ne sont pas agréés, et puis il y a des gens qui sont malauds. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à qui tu donnes ton argent de caution. Pour louer un bien à Abidjan, en général, c'est 2 mois d'avance de loyer, 2 mois de caution et 1 mois d'agence. Et qu'il y ait une agence ou pas, ça va aller à l'intermédiaire ou aux intermédiaires qui t'ont permis de trouver le bien immobilier. Peut-être le seul moyen de ne pas payer ce mois-là, c'est si tu deals directement avec le proprio. Et même dans ces cas-là, c'est pas évident que le proprio lâche les 1 mois d'agence. Donc, il faut prévoir 5 mois de loyer, comme ça, cash, quand tu veux louer le bien. Donc, nous, on est passé par une agence agréée, mais même avec les agences agréées, c'est pas toujours évident. La première maison qu'on a louée, pour nous rendre la caution qu'on leur avait donnée au départ, il a fallu plus de 6 mois et les emmener devant la justice pour qu'ils nous rendent la caution. Ensuite, la deuxième maison qu'on a louée, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas récupéré la caution de cette maison-là. Niveau bien immobilier, niveau location, étant donné que la demande est très forte, qu'il y a très peu d'offres comparées à la demande, les proprios et les agents immobiliers vraiment en profitent. Les locataires sont un peu laissés à eux-mêmes. Il faut faire vraiment attention à qui vous donnez la caution. C'est mieux d'aller par la bouche à oreille. En tout cas, il faut vraiment checker tout pour être sûr que l'agent immobilier il travaille vraiment avec le proprio, ou alors s'il est agréé et tout ça. Enfin, faites attention. Donc, pour finir, niveau logement, après 1 an donc à Abidjan, on a décidé de déménager à Grand Bassin. Ça, c'est l'autre option. Si tu veux avoir des biens un peu plus abordables, c'est de vivre un peu dans la banlieue d'Abidjan. Il y a Bingerville, il y a Grand Bassam, il y a des gens qui vivent même jusqu'à Beaunois et qui travaillent à Abidjan, qui vivent à Beauville et qui travaillent à Abidjan. Dans notre cas, Grand Bassam, ça a été une bonne option parce que les prix sont un peu plus abordables. Il n'y a pas une grosse différence, mais quand même un peu plus abordable. Et surtout, tu as plus d'espace pour le prix que tu payes. Donc là, nous sommes à 600 000 francs CFA pour une maison qui est beaucoup plus grande. Niveau logement, niveau budget de logement, ça dépend vraiment de où tu veux être. Sachant que vivre dans les banlieues comme Bingerville ou Grand Bassam, ça a aussi des désavantages parce que tu es quand même loin du centre. Si tu travailles au plateau, ça te fait quand même au moins 1 heure, quand tout va bien, voire 2 heures avec les embouteillages pour arriver au travail. Ce que je conseille, quoi que tu choisisses niveau logement, il faut voir pour les enfants, l'école des enfants, qu'elle ne soit pas trop loin du logement. Les parents doivent se taper 2 heures d'embouteillage, moins que les enfants n'aient pas à se taper ces 2 heures d'embouteillage là et à une école assez près. Parlant des enfants, pour s'installer à Abidjan en famille avec les enfants, quel budget il faut prévoir pour les écoles, l'adaptation des enfants, comment ça se passe. Premier budget, le premier gros budget de la vie à Abidjan, c'est vraiment le logement. Après, l'école aussi va constituer un gros budget, surtout si tu viens des États-Unis où l'école publique est assez bien, donc tu n'as pas à payer énormément d'argent pour que ton enfant puisse avoir une certaine éducation. Il y a de bonnes écoles publiques, absolument, mais la plupart des écoles d'un certain, disons, standing, ça va être des écoles privées. Si tu choisis une école internationale, ça va être beaucoup plus cher. Il faut voir à 800 000 par an, 1 million, 1 million 2 millions, 3 millions par an. La plus chère que je connaisse, c'est l'école américaine qui va dans les 10 millions par an ou quelque chose comme ça. Tu as vraiment le choix niveau école. Tu vas avoir des écoles laïques, des écoles religieuses, donc chrétiennes, musulmanes aussi d'ailleurs, des écoles bilingues, des écoles anglophones, le système français, le système canadien. Au niveau anglophone, tu as le système Cambridge, tu as des écoles qui suivent le système américain. Donc il y a vraiment de tout. Ça a aussi un prix. Voilà. La première année, donc notre fille était dans une école Montessori. Montessori, c'est vraiment le terme à la mode. Beaucoup d'écoles Montessori sur leur nom, mais elles ne sont pas vraiment Montessori.
Pareil pour école internationale, il y a beaucoup qui vont dire on est bilingue, on est international, mais vraiment ils ne sont pas. C'est juste des écoles françaises qui mettent international sur leur nom. Mais bon, les enfants ils peuvent pas dire un mot anglais au-delà de how are you. Donc il faut faire attention. Mais notre fille, elle était dans une école Montessori et avec tout l'équipement et tout qui va avec la première année. Cette école-là était à peu près à 3 millions à peu près par an. Malheureusement, quand on a déménagé à Grand-Bassam, on a dû enlever de cette école-là et on l'a mise dans une école système français à Grand-Bassam. Et on paye à peu près un peu plus d'1 million par an pour son école. Il faut choisir quoi. Ça dépend de ce que tu veux pour ta famille, pour tes enfants. Il y a de très bonnes écoles privées ivoiriennes aussi, qui suivent le système ivoirien, qui sont un peu plus abordables, mais qui sont, enfin c'est toujours, voilà, ça peut toujours être dans les 500, 400, 200 000 francs CFA. Niveau nounou, alors un des gros avantages de s'installer à Abidjan, de déménager à Abidjan, c'était vraiment de me dire on va avoir de l'aide niveau ménage, niveau nounou et tout ça. Effectivement, ce service-là sont très abordables ici. Vous pouvez trouver une nounou à 50 000 par mois, qui est 65, 80. Bon, une fois de plus, il y a de tous les prix. Mais ça vient aussi avec ses challenges. Ce sont souvent des jeunes femmes qui peut-être n'ont pas eu d'autres formations et qui se rabattent sur le métier de nounou parce que voilà, il n'y a pas vraiment de formation précise. Et donc, ce manque de professionnalisme là, tu le sens avec les différentes personnes. Nous, dans notre cas, je pense qu'on en est à la peut-être 7e ou 8e personne en 3 ans. Parce que voilà, tu prends quelqu'un, au début ça se passe bien, et puis après 1 mois, tu commences à avoir des problèmes, et puis voilà, le 2e, 3e mois, voilà, ça ne marche plus, on doit se séparer et recommencer à zéro. Donc c'est un peu les montagnes russes, niveau émotionnel, tu t'attaches plus ou moins à la personne, ton enfant s'attache à la personne, et puis en fait non, ça ne marche pas. Parfois des problèmes de respect, ou parfois, elles ont des problèmes de famille, ou en tout cas il y a différents trucs qui font que ça va pas passer, et puis j'étais obligée de changer. Dans sa vidéo, quand elle parlait des nounous, Elodie, son expérience était complètement différente de la mienne, parce que elle, une personne qui reste avec elle, ça fait 1 an qu'elle est avec elle et ça se passe super bien. Et je me disais mais c'est quoi le secret? Et en fait elle préférait les personnes un peu plus âgées, d'un certain âge, parce qu'elles ont une certaine expérience. Moi, dans mon cas, c'est l'opposé en fait. Je préfère quelqu'un qui est un peu plus jeune parce que je suis plus à l'aise. Mais du coup, le désavantage, c'est que tu te retrouves avec des personnes qui ne sont pas forcément formées, que tu dois former toi-même, où il y a toujours des petits problèmes et tout ça. On a essayé des personnes un peu plus âgées, mais ça n'a pas forcément marché. J'ai pas encore trouvé la formule parfaite pour nounou l'aide à la maison. Quoique, j'en ai une actuellement qui est avec nous depuis presque 1 an. Mais c'est une personne que je connaissais déjà avant, qui est une amie de la famille. Peut-être que c'est pour ça que ça a bien marché. Les autres personnes avec qui il y a souvent des problèmes après 2-3 mois, c'est des personnes qu'on trouve à travers des agents. Et effectivement, à travers les agences, c'est pas toujours évident de trouver la bonne personne. Déjà, de 1, les agences, elles prennent le premier salaire des filles de maison. Donc, il y a ce problème-là. Nous, en général, moi, je leur dis, n'envoie pas ton salaire, je vais les payer, il n'y a pas de souci, pour qu'elles puissent au moins garder le peu d'argent qu'elles ont. Mais aussi le problème de qualité du personnel. Bon. Et les agences ont leur processus pour checker, je pense, les candidates, mais honnêtement, je ne sais pas. Parfois, ces personnes qui sont censées t'aider à la maison te donnent un peu plus de stress même que s'il n'y avait personne. Tout ça pour dire que l'aide à la maison, c'est vraiment abordable, ça décharge vraiment, mais c'est pas évident. Il faut former ces personnes-là, sauf si vous trouvez quelqu'un qui est déjà formé, et donc ça va être un salaire plus élevé en général, peut-être 100 et plus. Moi, les personnes que j'ai pris en général, je donne entre 65, 80. Le plus cher que j'ai payé, c'était 80 000. J'en ai eu à 50, 65, 75. Voilà, peut-être qu'il faudrait mettre la barre plus haut niveau salaire pour avoir une certaine qualité de candidate. Niveau adaptation donc des enfants, notre fille s'est complètement adaptée à la vie ivoirienne. Elle vit sa best life ici. Elle est devenue plus ivoirienne que moi-même. À la grande surprise de mon mari, on est arrivé avec une petite américaine et là on est avec une petite ivoirienne. Là, elle adore Abidjan, elle adore la vie ici. On est arrivé
elle avait 5 ans qu'on est arrivé. Donc niveau transition scolaire, bon, elle allait commencer kindergarten aux États-Unis. Et donc quand on est arrivé ici, elle a commencé à la moyenne section, je pense. Moyenne section. Bon, en Montessori, il n'y a pas de classe, donc c'était plutôt des groupes. Et là, elle a commencé le CE et ça se passe super bien. Niveau langue, il n'y a pas eu de problème. Elle a complètement switché au français sans souci. Elle était déjà bilingue, donc c'était plus simple pour elle. Maintenant, j'ai un peu l'autre souci de maintenir l'anglais parce que je veux pas qu'elle perde l'anglais et je veux aussi qu'elle puisse lire, écrire et tout ça en anglais. Donc ça, c'est le gros challenge maintenant, de voir est-ce que on la maintient dans une école française ou est-ce qu'on la met dans une école bilingue ou anglophone. Est-ce que ça va l'affecter? Bon, voilà, c'est un peu les questions qu'on se pose en tant que parent dans une famille multiculturelle. Ils ont des cours d'anglais à l'école, mais c'est 2 heures par semaine. Je ne suis pas sûre que c'est ça qui va l'aider à garder l'anglais. Voilà, c'est un peu le challenge actuellement. Maintenant, niveau santé, Abidjan, niveau santé, tu peux prendre des assurances. Ce que je conseille absolument. Les prix sont très abordables, en tout cas comparé aux États-Unis. Je ne parle pas par rapport à la France, mais comparé aux États-Unis, les prix sont très abordables. La première année, on avait payé 1,2 million pour notre famille de 3 pour être assuré à 100%. Partout on allait, à l'hôpital et tout ça, c'était sans problème, assuré à 100%. La deuxième année, on a fait la même chose et c'était bien parce que j'ai accouché et du coup l'assurance a tout pris en charge et c'était parfait. Donc cette année, on n'a pas pris d'assurance simplement parce qu'on n'avait pas les fonds nécessaires, mais je pense que l'année prochaine on va y retourner, on va reprendre une assurance. Du coup cette année, bon, pas trop de soucis, mais bon, on avait quand même des palus plusieurs fois et tout ça, donc je pense qu'au niveau dépenses de santé, je pense qu'on s'en est quand même sorti à payer moins qu'on aurait payé avec l'assurance. Ce qu'on a payé pour les dépenses de santé est en gros moins que 1,2 million. Les consultations, si vous allez dans les cliniques privées, en général c'est 5 10 000. Après les consultations de spécialistes, c'est 17 500 pour la consultation spécialiste. Alors il faut savoir que si vous avez certaines conditions et tout ça qui doivent être suivies, je pense que Abidjan est une bonne option. Il y a les spécialistes qui sont là. Moi personnellement, je me fais suivre. J'ai certaines conditions, je dois être suivie et j'ai aucun souci de trouver un spécialiste pour me suivre, faire les examens et tout ça. Et la qualité de soins, en tout cas plutôt bonne. Parfois il faut quand même faire attention parce que souvent les médecins vont vouloir prescrire certaines choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Les délégués médicaux sont très persuasifs ici. Il faut voir vraiment ce que le médecin vous prescrit, voir si c'est vraiment nécessaire ou pas. Donc moi, étant pharmacienne, je m'en sors parce que je sais, quand on me donne une ordonnance, je sais qu'est-ce que je dois regarder, tout ça. Mais il faut vraiment faire attention. Mais sinon, quand même, je trouve que niveau qualité des soins, c'est bon. Il y a des bons hôpitaux, il y a des bons spécialistes, il y a des hôpitaux qui sont très bien équipés. Le seul truc peut-être qui va être le gros défi ici, c'est si vous avez une urgence, une vraie urgence de santé, quoi. C'est gros, tu ramènes ton malade toi-même aux urgences parce que les services d'urgence ne sont pas forcément les plus efficaces. Il y a les problèmes d'embouteillage et tout ça. Il faut prier pour qu'il n'y ait pas vraiment de vraie urgence. Je vous ai dit que j'avais accouché à Abidjan et du coup ça s'est super bien passé. Et un docteur qui a accepté de me suivre pour avoir un accouchement à voix basse après césarienne que je voulais. Alors que je sais qu'aux États-Unis, pour avoir un accouchement à voix basse après césarienne, c'est la croix et la bannière. Souvent les médecins ne veulent pas prendre ce risque là, alors que vraiment il n'y a pas de risque si tu as suivi certains critères. J'ai été très bien soutenue pendant ma grossesse. L'accouchement s'est vraiment bien passé, l'équipe était très bienveillante. C'était quelque chose que j'avais vraiment entendu des histoires d'horreur dans les salles d'accouchement, les sages-femmes et tout ça, mais en fait moi j'ai eu une équipe vraiment bienveillante qui a suivi mon plan de naissance et ça s'est vraiment bien passé. Au niveau santé, il n'y a pas de souci à se faire. Certains médicaments ne sont pas disponibles sur place, mais souvent les pharmacies peuvent les commander de l'étranger, souvent de l'Europe, et les avoir en 1 jour ou 2 jours. Donc il n'y a pas de souci à se faire.
Niveau palu, le risque de palu est là, on est en zone endémique. Mais vu qu'on est en zone endémique, les médicaments du palu sont aussi très disponibles dans les pharmacies. Donc si vous sentez que ça va pas, vous pouvez aller à la clinique. Ils font des tests de palu et rapides et puis on vous prescrit les médicaments de palu sans problème. Il y a des personnes qui vont directement à la pharmacie pour prendre les médicaments, c'est un autre débat. Nous venons des États-Unis. Moi, j'avais surtout peur pour ma fille parce qu'elle n'avait jamais eu le palu. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi les recommandations de la CDC, Center for Disease Control and Prevention, pour les médicaments prophylactiques de prévention du palu. On les a pris pendant 3 ou 6 mois. Et ensuite, voilà, le temps de s'installer tranquillement. Et après, on a arrêté le traitement. Ça s'est bien passé, quoi. Après, je pense que depuis qu'on est arrivé, elle a dû avoir le palu peut-être 1 ou 2 fois. 2 fois au moins. Et donc, ça a été clinique, test rapide. Et puis, on lui a prescrit les médicaments. Et puis, voilà, quoi. Tranquille, tranquille. Now, je vais me dépêcher parce que c'est bientôt l'heure. Niveau administratif, niveau démarche administrative. Alors, il y a du positif et il y a des défis. Okay. Les démarches administratives, ça a été beaucoup amélioré depuis que j'étais partie donc, dans ma jeunesse que je suis revenue. Donc le permis, on l'a pu avoir en 72 heures. Mon mari a dû faire une carte de résident. C'était 395 pour 5 ans. On l'a obtenu assez rapidement, en quelques semaines, si je me souviens bien. J'ai fait le passeport des filles aussi super rapide, 72 heures, si je me rappelle bien. Une fois que tu as tous les papiers, tu déposes, super rapide. T'attends, ils ont plusieurs sites dans Abidjan. Assez rapide. Mon chéri a créé sa compagnie, donc ça a pris quelques... J'ai pas envie de dire quelques semaines, peut-être 1 semaine ou 2 semaines. Donc réunir tous les papiers, donner au notaire et donc la création de compagnie se fait. Il y a beaucoup de trucs que tu peux faire en ligne. Maintenant, tu peux obtenir des casiers judiciaires en ligne. Ton certificat de nationalité, je pense que tu peux l'obtenir en ligne si tu es ivoirien. Il y a beaucoup d'améliorations. Maintenant, il y a encore des défis à relever. Moi, je suis venue en tant que pharmacienne. Donc, j'ai dû m'inscrire à l'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Et là, chers amis, ça a été la croix et la bannière. Donc, si tu es un professionnel de la santé ou quelqu'un qui dépend d'un ordre, comme l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, il faut savoir que c'est un long processus, surtout si tu n'as pas fait tes études en Côte d'Ivoire. Parce que le truc qui va prendre le plus longtemps, ça va être l'équivalence de diplôme. Donc si tu viens créer ton entreprise et que tu as besoin de faire partie d'un ordre, donc moi si je veux ouvrir ma pharmacie, je dois faire partie de l'ordre des pharmaciens. Je ne peux pas simplement venir en tant que pharmacienne et ouvrir ma pharmacie normale. Il faut t'inscrire à l'ordre et donc c'est un long processus. Surtout à cause de l'équivalence de diplôme. Je comprends parce que apparemment il y a beaucoup de problèmes de faux diplômes et tout ça, donc le système est très lent à checker, à rechecker, à revérifier et tout ça, mais aussi des incompétences dans le sens où c'est comme si, bon, je me dis que c'est leur boulot, le ministère de l'éducation, ceux qui s'occupent des équivalences, de savoir à qui s'adresser pour vérifier les équivalences. Tu leur donnes toutes les informations des universités et tout ça, mais c'est comme s'ils ne savent pas où envoyer les emails en fait. Ou les contacts. Par exemple, moi dans mon cas, j'étais en contact avec mes anciennes facs et tout, je leur donnais les mêmes contacts que j'ai et plusieurs fois on te dit ah mais non ils m'ont pas répondu, l'email ne va nulle part, et je me dis mais en fait est-ce que vous avez vraiment envoyé ou est-ce que quel est le problème? Quel est le problème? Moi j'ai commencé mon processus d'inscription à l'ordre en 2023 et je ai été inscrite à l'ordre en 2025. C'est un processus qui peut vraiment te dérailler tes plans. Si tu sais que tu dois t'inscrire dans cet ordre-là et tout ça, s'il y a des trucs que tu peux faire de l'étranger, si tu as des connaissances ici et qui peuvent commencer le processus pour toi, je te conseille absolument parce que l'équivalence des diplômes, ça prend énormément de temps. L'inscription à l'ordre, dans les ordres professionnels, ça prend du temps. Si c'est quelque chose qui est nécessaire pour que tu puisses bosser ici, je te conseille de commencer le processus dès, même si tu es encore à l'étranger. Aussi, en tant que professionnel de la santé, et bien sûr, la paie, le salaire va être complètement différent. En tant que pharmacienne hospitalière, je pense que net, je gagnais à peu près, je vais dire en dollars, à peu près j'ai envie de dire entre 4 et 5 000 dollars par mois, si je me souviens bien. Ouais.
net. Donc après, ça c'est après l'assurance, après la sécurité sociale et tout ça. Ici, en tant que pharmacienne hospitalière, je pense que c'est plus là je veux dire en francs CFA, du 600, 700 000 francs CFA par mois. Voilà. Donc en tant que professionnel de la santé, si je veux faire un salaire qui est un peu similaire à ce que je gagnais aux États-Unis, il faut ouvrir ta propre pharmacie par exemple, ou peut-être bosser pour des organismes internationaux. Niveau intégration, mon expérience, c'est un milieu qui est très fermé. Les pharmaciens ici fonctionnent par promotion, whatever. Donc ils ont commencé l'année ensemble, ils finissent les 6 ans ensemble, et donc c'est un cercle assez fermé. Et donc toi tu viens ici en tant que quelqu'un qui a fait ses études ailleurs, si tu ne cherches pas à te faire des connexions avec les pharmaciens qui ont été formés ici, c'est compliqué. Moi je suis pas quelqu'un qui suit très réseautage et tout ça, et je vous avoue que pour moi c'est pas évident. C'est pas évident. Mais on essaie petit à petit. Il y a des moments qui étaient très frustrants, et puis il y a des moments où voilà, quand même, quand j'ai eu mon entretien avec l'ordre, parce qu'il faut, tu as un entretien avant d'être enregistré officiellement, tu les rencontres. Ils ont été très accueillants. Vraiment, ils ont essayé de me sentir voilà, que j'étais parmi mes confrères et tout ça. Mais pour en arriver à cette étape-là, il a fallu du temps. Et si tu peux commencer à déjà réseauter sur LinkedIn, ou bien quand tu viens en vacances, essayer de te connecter, voilà, n'hésite pas, parce que c'est des trucs que je n'ai pas fait, et je vous avoue que j'ai senti l'impact. Pour revenir au niveau des trucs administratifs, pour ouvrir un compte bancaire ici, il faut une preuve de travail, relevé de salaire ou bien preuve d'entreprise et tout ça. Aux États-Unis, tu n'as pas besoin de tout ça. Si tu ouvres un compte, tu ouvres un compte, voilà, tant que tu mets de l'argent dessus. Mais ici, si tu n'as pas de boulot, genre si tu es au chômage, tu ne peux pas avoir de compte. Le compte est ouvert assez rapidement, mais il y a certains papiers voilà, qu'il faut avoir pour pouvoir ouvrir le compte. Tout ce qui est opération bancaire, si tu peux t'enregistrer pour faire des trucs en ligne, je te conseille absolument, parce que sinon tu vas perdre du temps en agence. Ce que tu peux faire aussi, c'est de prendre le upgrade, quoi, le service privilégié, donc le service VIP, le service Gold de ta banque. Comme ça, tu n'attends pas quand tu arrives pour des petits avantages à ça, qui vraiment aident, parce que j'ai passé des journées parfois, ça te déraille ta matinée, tu es assis à la banque pour une opération qui devrait prendre 20 minutes, tu passes 3 heures, 4 heures à attendre, et c'est vraiment frustrant. Quand tu rencontres des gens, ton banquier et tout ça, essaie toujours de prendre leurs contacts directs, parce que tout le monde est vraiment sur WhatsApp ici. Il y a beaucoup de choses que tu peux régler par WhatsApp, et ça peut t'éviter de te déplacer voilà, sur place, quoi, et de perdre beaucoup de temps. Coût de la vie à Abidjan, ça coûte combien? Le logement, comme tu disais, ça dépend vraiment de ce que tu veux. Il faut prévoir au moins, moi je pense, si tu vis en famille, il faut prévoir au moins 400 000 par mois. Niveau logement, il y a des logements de 300, 200, c'est plus des studios, une chambre, salon, voilà. Ça peut aussi aller, hein, si c'est une petite famille. Tout ce qui est électricité, eau, l'électricité est un peu cher. Je dirais que le prix est comparable pour ce qu'on payait aux États-Unis. Actuellement, on paye à peu près, un mois, on payait dans les 300, 400 000 c'est chaque 2 mois quand on voit la facture. Là, en ce moment, on paye plus dans les 200 000 parce qu'on a fait des efforts, et aussi surtout parce que on a la chance d'avoir un système solaire dans notre maison, merci à notre proprio. Et du coup, on en profite, et ça a bien diminué notre facture d'électricité. Donc, on est à peu près à 200 000 pour chaque 2 mois. L'eau est absolument abordable. On paye peut-être 10 000 francs par 2 mois, je pense. L'autre gros budget, à part le logement, je trouve que c'est la nourriture. Alors, évidemment, il y a moyen de se nourrir vraiment moins cher au marché et tout ça, localement. Mais pour une famille, ça reste quand même un budget. Même si tu vas au marché toutes les semaines, ça reste quand même un budget, parce qu'il y a la viande à acheter, le poulet, bœuf, poisson, ça coûte quand même cher. Si tu veux manger équilibré, ça coûte cher. Enfin, c'est un budget. Nous, notre budget bouffe, je dirais que c'est le plus gros budget après le logement. Et je dirais que c'est à peu près 400 par mois, 300-400 par mois. Entre la nourriture, enfin les légumes, les produits frais, yaourt, lait, poulet, poisson, je dirais à peu près 400 000 par mois. Internet, je trouve que c'est assez abordable. On paye 25 000 par mois. C'est pas le plus rapide, mais ça va, ça marche pour nous. Tu peux aller jusqu'à, je pense, 85 000 par mois.
si je me souviens bien, à 25 000. On s'en sort bien. Étant à Bassam pendant 1 an, on n'a pas eu la fibre, donc on était en prépayé. Donc tu as l'option prépayé où tu peux payer, genre tu as une box avec un numéro que tu charges pour internet, et on payait à peu près 30 000 chaque 5 semaines à peu près. C'était lent, c'était pas consistant du tout. Mais bon, c'est une option. Finalement, la fibre est enfin arrivée dans notre quartier. Donc maintenant, on a la fibre. Ça coûte un petit peu moins cher et c'est meilleure qualité. Mais il y a souvent des pannes. Donc Internet, c'est pas le meilleur, mais ça est là. Si tu prévois de t'installer à Abidjan, définitivement, il faut prévoir au moins 6 mois d'économie pour pouvoir t'installer en douceur, en compte de toutes ces charges dont j'ai parlé, parce que voilà, les choses prennent du temps. C'est un peu ça, mon expérience de retour à Abidjan. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a donné plein d'informations sur l'installation à Abidjan. Si tu t'apprêtes à t'installer, que tu es à l'étape démarches administratives, valises et tout ça, j'ai un super guide pour toi, pour savoir qu'est-ce que tu dois mettre dans tes valises, qu'est-ce que tu dois apporter avec toi pour déménager, pour t'installer à Abidjan. Un guide gratuit. N'hésite pas à le télécharger. Je vais mettre le lien en bas dans la description. Le guide de la valise du ripat. Donc, n'hésite pas à télécharger. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aimer, à partager. Et dis-moi dans les commentaires à quelle étape tu es de ta préparation à l'installation à Abidjan. Est-ce que tu as déjà déménagé à Abidjan? Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui s'apprêtent à s'installer à Abidjan? Et donc, on se revoit pour la prochaine vidéo. Merci.